Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur un paysage politique en pleine effervescence et marqué par de nombreuses incertitudes. À gauche, le défi du rassemblement pour Benoît Hamon. À droite, le spectre des affaires pour François Fillon qui a été entendu par la justice ainsi que son épouse depuis le début de l'après-midi. Les auditions se sont achevées et sur l'ensemble de ce contexte politique mouvant et inédit, le débat est à suivre tout à l'heure. Et puis cette question ce soir, quel bilan peut-on faire des primaires après celles de la droite et du centre et au lendemain de celle de la belle alliance populaire? Qu'a apporté ou au contraire retiré ce système à notre démocratie? La primaire, un tremplin? Vraiment? C'est le thème du match des idées qui opposera Jean-Pierre Mignard, avocat, soutien d'Emmanuel Macron, à Anne Levade, professeur de droit public et ex-président de la Haute Autorité à la primaire de la droite et du centre. Enfin, l'entretien, mon invité a l'habitude d'ausculter la gauche. Le sociologue Jean-Pierre Le Goff nous dira dans quel état se trouve le Parti socialiste au sortir de cette primaire. Une analyse clinique et politique. Le grand entretien est à suivre tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci de nous suivre. Vos réactions et questions avec le hashtag OVPL. Et avant d'accueillir mes premiers invités, voici le tour d'horizon de l'actualité du jour. Près de 5 heures d'audition pour François Fillon et son épouse Pénélope. Le couple était entendu dans des locaux de police à Versailles pour plus de discrétion. Ils ont quitté les lieux vers 20 h. Les enquêteurs ont interrogé séparément les deux témoins pour éclaircir le rôle de Pénélope Fillon auprès de son mari pendant 8 ans en tant qu'assistante parlementaire. Justice. Le propriétaire de la Revue des Deux Mondes, lui aussi entendu aujourd'hui. Marc Ladrette de la Charrière a été auditionné par la police au sujet de la nature de l'emploi de Pénélope Fillon au sein de la revue. En 1 an et demi de collaboration, l'épouse du candidat à la présidentielle a touché près de 100 000 €. Les seuls travaux connus à ce jour sont la publication de 2 notes de lecture. Débat. La barre des 200 000 signatures atteintes en moins d'une semaine. La pétition publiée sur la plateforme change.org réclamant à Pénélope Fillon de rendre l'argent perçu comme assistante parlementaire rencontre un énorme succès. L'auteur de la pétition demande à l'épouse de François Fillon de restituer la somme à l'Assemblée nationale. À droite. Je trouve un peu bizarre que d'un seul coup tout sorte comme ça. Donc c'est un complot pour vous également? C'est pas un complot, mais complot est peut-être un mot énorme, mais d'un seul coup il y a des affaires qui sortent, comme par hasard depuis qu'il a été élu, parce que par les Français en tant que candidat des Républicains et du centre. Pourquoi tout ça n'est pas sorti avant? International. La lutte nécessaire et résolue contre le terrorisme ne justifie en aucune manière de généraliser le soupçon contre les personnes en fonction de leurs croyances. En l'occurrence ici, des personnes de foi musulmane ou en fonction de leur origine. L'indignation contre le décret de Donald Trump fermant les frontières américaines aux ressortissants de 7 pays musulmans a fait vivement réagir la chancelière allemande. Depuis Téhéran, le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault réclame l'annulation du décret controversé. Au Sénat. Une radiographie des rémunérations des assistants des sénateurs. Dans un rapport, l'association en charge de leur salaire révèle qu'à temps plein, la rémunération mensuelle moyenne brute est de 3 248 € au 1er juillet 2016. Une somme qui cache de grandes disparités puisque 80 assistants touchent entre 1 000 et 1 500 € par mois, quand dans le même temps, 4 collaborateurs émargent à plus de 7 000 € bruts mensuels. Terrorisme. Mohamed Abrini mis en examen par la justice française. Suspect clé des attentats du 13 novembre, le Belge déjà incarcéré dans son pays a été transféré au palais de justice de Paris pour une journée. Surnommé l'homme au chapeau par les médias, il est soupçonné d'avoir participé aux attentats de Bruxelles du 22 mars 2016. Attentat. Ce soir, la Tour Eiffel éteindra ses lumières en hommage aux victimes de la fusillade dans une mosquée de Québec. Une attaque terroriste pour le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Le bilan s'élève à 6 morts et 8 blessés. 2 suspects ont été arrêtés.
Un paysage politique en pleine effervescence. Nous allons parler dans quelques instants du défi du rassemblement à gauche après la victoire hier de Benoît Hamon. Mais d'abord, l'actualité ce soir, c'est la fin des auditions du couple Fillon, le candidat de la droite et du centre, ainsi que son épouse ont été entendus par la justice sur des soupçons d'emploi fictif. Elle comme assistante parlementaire et à la revue des Deux Mondes également. Les auditions se sont achevées en début de soirée sur ces sujets et plus généralement sur l'ensemble de ce paysage politique. Je vous présente nos invités. Judith Vintraub, bonsoir. Bonsoir. Journaliste politique au Figaro. Avec nous, Jérôme Fourquet, bonsoir. Bonsoir. Directeur du département opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP. Hervé Lebras est à vos côtés, bonsoir. Bonsoir. Démographe, spécialiste en histoire sociale et démographique, directeur d'études à l'INED. Et je présente votre ouvrage commun, Jérôme Fourquet et Hervé Lebras, La guerre des trois, la primaire de la droite et du centre. Et notre chroniqueur Jean-Luc Gombaud nous accompagne. Bonsoir Jean-Luc. L'actualité, ce sont donc la fin des auditions des époux Fillon. Selon le communiqué de leur avocat, je cite, ils ont pu apporter les éléments utiles à la manifestation de la vérité afin d'établir le travail réalisé par Madame Fillon. Voilà pour le communiqué de l'avocat. Avant d'en savoir plus, une question, Judith Vintraub, sur la justice qui est en train et qui va très vite dans ces affaires. L'entourage d'ailleurs des Fillon le demandait, l'exigeait. On a envie de dire que c'est une exigence démocratique aussi que ça aille vite. Ben évidemment, heureusement que ça va le plus vite possible. Effectivement, les enquêteurs n'ont pas chômé. Dès lors qu'on ouvrait une enquête préliminaire si peu de temps avant la présidentielle, il fallait absolument qu'elle débouche avant la date où, s'il était élu, Fillon bénéficierait éventuellement d'une immunité. C'était pas possible de jeter cette tâche sur sa campagne d'une part, puis d'autre part de faire en sorte qu'une affaire découverte n'aboutisse jamais, enfin en tout cas n'aboutisse pas pendant le quinquennat éventuel du candidat mis en cause. Donc c'est très bien que ça aille très vite. D'ailleurs vous le rappeliez, Fillon lui-même l'avait demandé. Maintenant on attend la suite. La suite, il y a 3 possibilités apparemment, où l'affaire est classée sans suite, ou alors les enquêteurs considèrent qu'il y a des éléments constitutifs d'un délit qui permettent une citation devant le tribunal sans passer par un juge, ou alors un juge d'instruction est saisi, vraisemblablement un juge du pôle financier, et ce sera à lui de poursuivre l'enquête. Donc 3 possibilités, et ce soir, ce dont nous disposons, c'est ce communiqué de leur avocat qui, lui, estime que le camp Fillon a apporté, selon lui, les éléments utiles pour la manifestation de la vérité. Plus largement, Hervé Lebras, si on fait un bilan maintenant de la semaine passée et de la défense de François Fillon, en y incluant évidemment son meeting hier, qu'est-ce que vous avez pensé de sa contre-offensive, de ses arguments, de sa ligne de défense de manière générale? Vous savez, je suis mathématicien d'origine, donc j'accorde beaucoup d'attention aux faits. Et je trouve, dans la défense de Fillon, qu'il y a beaucoup d'émotions, habilement menées, mais il y a très peu de faits. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'éléments qui nous manquent, et je pense que c'est pas très adroit de sa part, parce que ces éléments vont arriver les uns après les autres, les deux fils, ou la fils et la fille, qu'ont-ils fait exactement, qu'y avait-il exactement dans les articles, les 2 notes de lecture, et ainsi de suite. Je pense qu'il avait intérêt à mettre les choses à plat immédiatement, et peut-être même après tout à dire que, en attendant que ça se clarifie, il était prêt à rembourser. Il avait un moyen de le faire. Il pouvait dire c'était une autre époque. À cette époque-là, on ne faisait pas attention. C'est pas une reconnaissance de culpabilité. C'est évidemment une reconnaissance de culpabilité. Ça aurait. Oui, mais d'autres l'ont fait. Vous dites des éléments, mais par exemple, en ce qui concerne la fonction d'assistante parlementaire, pour laquelle son épouse a été rémunérée, assistante parlementaire de François Fillon d'abord, puis de son successeur. C'est la question du successeur qui est compliquée, parce qu'autant on comprend bien... Si je peux juste finir, dans les 2 cas, il n'y a pas d'obligation de présence, pas l'obligation d'éléments concrets, genre des rapports, ou vraiment les obligations, un emploi réel, d'un travail fourni, effectivement. Oui, mais le travail peut être complètement immatériel, beaucoup plus gênante, et l'histoire l'affaire de la revue des Deux Mondes présumé
aussi fictif à la revue des demandes, parce que là, il pourrait y avoir abus de bien social, et puis il faut quand même certaines preuves concrètes. Alors, Marc Ladret de la Charrière dit qu'elle faisait du conseil stratégique informel, mais même ça, il faut au moins des contacts, il faut quelques éléments. Des éléments matériels. Pour ce qui est du travail d'assistant parlementaire, vraiment, c'est tellement indéfini, en tout cas juridiquement, que je ne vois pas cette accusation aboutir. On va attendre que la justice se prononce et voir s'il va y avoir un communiqué également ce soir, parce que nous n'avons pour le moment que le communiqué de l'avocat des Fillon. Jérôme Fourquet, les conséquences politiques, on va les analyser, mais on est en train presque de les voir en temps réel. C'est véritablement un feuilleton politico-judiciaire et médiatique également. Alors oui, même si il faut avoir à présent à l'esprit que il y a un délai d'incubation dans l'opinion publique et que ça va peut-être pas aussi vite que les journalistes aimeraient que ça aille. C'est-à-dire qu'il faut que le grand public... Pas s'ils aimeraient, mais qu'ils le pensent en tout cas. Il faut que le grand public digère tout cela, se fasse sa propre opinion sur des affaires qui sont quand même complexes, peut-être même avant que la justice se soit prononcée, mais que chacun rassemble les bribes d'informations dont il dispose. Et donc tout ça, ça prend du temps. Et à peine a-t-on digéré l'affaire qu'il y a des nouveaux éléments qui interviennent. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, on se rend bien compte que ce type d'affaires, pour le profil d'un candidat comme François Fillon, qui a fait de la probité, d'une certaine distance à l'argent, et aussi de l'effort clé de voûte du redressement national, tout ça, ça tombe au plus mauvais moment et ça peut l'atteindre lui plus que ça n'aurait atteint d'autres candidats. Donc c'est vraiment une difficulté très importante dans son dispositif de campagne. Ça parasite toute sa stratégie. On le voit, ce grand meeting. Alors il est tombé à point nommé pour qu'il fasse entendre sa vérité, mais ce grand meeting, avec plus de 10 000 personnes hier, n'avait pas vocation à servir de tribune de défense judiciaire à François Fillon. Et puis, point complémentaire et non des moindres, on avait vu déjà dans les enquêtes que un certain nombre de propositions qui commençaient à être, là aussi, perçues et entendues par le grand public de François Fillon, notamment en matière économique et sociale, creusaient une distance entre ce candidat et une partie des catégories populaires, y compris de droite. Ce genre d'affaires vient creuser encore davantage ce fossé, donc c'est problématique. On va en parler parce qu'on a eu le sentiment quand même qu'il a un petit peu injecté un peu de social dans son meeting. Jean-Luc Gombault, oui. Vous allez nous en parler, et des annonces. Encore un mot, Judith Vintraud, parce que vous avez réalisé une enquête, un article sur les députés, j'allais dire, de base, les républicains qui sont sur le terrain, qui rencontrent les citoyens, les Français au quotidien. Qu'est-ce qu'ils disent, eux? Eux sont plutôt contents du discours du Bourget. Ils lui ont trouvé de la Du Bourget, pardon. Pourquoi pas? Excusez-moi. Ils n'en sont pas là. On n'en est pas là. 75%. Oui. Non, ils sont plutôt contents du discours de la Villette, pardon. Ils lui ont trouvé de la tenue. Ils ne voient pas d'habileté, contrairement à vous, dans l'attitude de François Fillon, qu'ils ont vu sincèrement ému. D'ailleurs, il suffisait de regarder ça à la télévision. François Fillon, au minimum, ne comprend pas ce qui lui arrive et trouve ça parfaitement injuste. Après, la justice dira s'il a raison ou tort, mais lui, en tout cas, est convaincu de ne pas s'être mis en infraction avec la loi. Donc, ils ont apprécié cette sincérité. Eux n'attendaient pas de pièces comptables dans des affaires qui, de toute façon, ne se prêtent pas à ça. Et puis, il y a la deuxième dimension, annonce sociale. Il en a fait pour les petites retraites et il en a fait pour les pensions de reversion. Et ça, c'était très important. Il a aussi reparlé du dossier très polémique de la façon dont il veut sauver la sécurité sociale. Et apparemment, il a rassuré. En tout cas, c'est ce que m'ont dit les députés. Je vais vous laisser réagir dans un instant, Hervé Le Bras, parce que je vous vois vraiment pas d'accord. Tout en complétant... Non, mais j'étais interrogée sur la réaction des députés de base. Donc, plutôt content de ce qui s'est dit à la Villette, je vais y arriver, à la Villette, mais toujours quand même blessé et sceptique sur l'issue des événements, d'autant que, même si vous avez raison, il faut une période d'incubation. On a déjà publié un sondage, en l'occurrence c'était un sondage dans le Figaro, qui montrait que l'écart entre François Fillon, qui était deuxième derrière Marine Le Pen, donc entre François Fillon et Emmanuel Macron, s'était réduit à un point. Dans un choix de poche. Restons sur les propositions que vous évoquiez, Judith Vintraud, Jean-Luc Gombault. Toute la question est de savoir quel caractère on peut donner. Je veux dire, est-ce qu'il peut y avoir une adéquation entre ces mesures qui ont été annoncées, l'annonce pour les petites retraites, et puis l'affaire quand même qui concerne des sommes
peut-être qu'elles n'ont pas d'aspect illégal, mais qui ont un aspect quand même sur le plan éthique et moral, pour beaucoup, qui est choquant. Alors, et non, parce que le talon d'Achille, quand même, du début de la campagne de M. Fillon, c'était quand même la question sociale, et notamment sur l'affaire de la sécurité sociale. Alors, on avait dit, M. Woerth avait laissé courir le bruit que sur la question de la retraite à 67 ans, il pourrait accepter une retraite à 67 ans à taux plein. Alors que normalement, vu son programme, ce n'était pas 67 ans, mais 70 ans. Il ne l'a pas dit hier. Mais évidemment, je crois qu'il ne pouvait pas adoucir totalement son programme, parce que ça aurait été une sorte d'aveu. Bon, puisqu'on m'accuse de faire telle ou telle chose, eh bien, j'en rajoute énormément sur le social. Il est quand même resté relativement timide sur les inflexions de son programme. Il est resté dans la cohérence. Il est resté dans la cohérence, mais il n'a pas... Lui dit que son programme est social au sens où il vise à lutter contre le chômage, qui est la première des inégalités. Mais donc par rapport à s'il atteint à la cohérence du programme... Je vais faire comme vous, je termine. Par rapport à ce qu'il avait déclaré la semaine dernière sur TF1 en matière, il n'a pas fait véritablement d'avancée. Je crois que par rapport à l'affaire, il y a 3 niveaux. Il y a l'opinion publique. On sait que, vous venez de le rappeler, par rapport à Macron, il s'effrite. Mais dès que le dossier sera clos, il rebondira sans aucun problème, à mon sens, dans cette affaire. Il y a un deuxième aspect, les militants. Les militants, on le voit sur les images, ils sont remontés comme des pendules. C'est-à-dire qu'on les voit, ils sont gays, ils sont vraiment, ils ont le sentiment... Comme vous le dites, Jean-Luc Combrou, que ce sont des militants. Oui, les militants. Oui. Les militants, ils sont remontés comme des... sympathisants, dit l'ensemble. Ce sont des militants. Oui, mais c'est eux qui collent les affiches, c'est eux qui font les escaliers, c'est eux qui discutent avec les gens, et ils sont visiblement remontés. Et puis, il y a un troisième aspect qui sont les cadres. C'est-à-dire ceux avec qui vous avez discuté. C'est-à-dire que si c'est ces gens-là, il s'introduit un doute, c'est-à-dire un doute, non pas tellement sur ce qu'a fait M. Fillon ou pas, un doute sur l'efficacité à terme de la campagne. C'est-à-dire est-ce que c'est vraiment the right man? Est-ce que c'est vraiment celui-là? Et s'il y a un doute, alors là c'est très ennuyeux pour M. Fillon, parce que les militants ont beau être remontés sur l'idée qu'il y a une injustice, il y a une chasse aux sorcières, que tout ceci n'est pas bien, mais s'il y a dans les cadres, s'il y a un doute sur l'efficacité de la campagne, alors là, ça devient... Je vous laisse tout de suite réagir à Vélobras. Je vais simplement préciser qu'il n'y a pas eu, c'est important quand même dans ce genre d'affaires, d'image aujourd'hui du couple Fillon arrivant pour être entendu par la justice. Donc tout cela a été quand même organisé de manière à ce qu'il n'y ait pas cette image qui peut rester aussi dans la mémoire de l'opinion et la mémoire collective. Malgré tout, ils ont été entendus pendant de très nombreuses heures. Ce soir, on a un communiqué de l'avocat. Je vous laisse réagir sur l'aspect peut-être plus politique ou moral. Oui. Nous, on n'a pas eu d'image aussi désastreuse que, par exemple, celle de Dominique Strauss-Kahn, emmené par la police aux États-Unis. Ça, c'est effectivement... Tant mieux pour Fillon. Mais sur les 3 points, je suis tout à fait d'accord, ou presque avec vous, mais il faut les regarder de plus près. Sur le point de l'électorat, d'abord, déjà, la cote de Fillon s'effritait depuis. Donc, ça arrive au mauvais moment de ce point de vue-là. Les militants, on a entendu Sarkozy pendant toute sa campagne dire « je fais salle pleine, il y a un enthousiasme formidable ». Et puis on a vu à l'arrivée, il n'y avait pas l'enthousiasme dans les urnes. Donc, alors restent les cadres. Les cadres, est-ce que les plaies sont entièrement cautérisées avec les sarkozystes et les juppéistes? C'est pas très clair dans beaucoup de déclarations qui ont précédé. Maintenant, forcément, ils sont obligés de faire bloc. Là, il y a un problème, mais c'est une cicatrisation un peu rapide, à mon avis. Alors, ce qui est intéressant aussi dans les quelques mesures qui ont été annoncées ou lâchées, c'est que ça concerne les retraités. Et donc, on montre notamment dans cette enquête, mais on voit aussi dans les intentions de vote pour la présidentielle que les retraités, comme classiquement, sont le noyau dur de l'électorat de droite, mais encore plus pour un candidat comme François Fillon. Ils lui sont déjà acquis, alors? Qui sont acquis, mais il y a quand même un souci sur les plus petites retraites, quand il parle des pensions de reversion et autres. Et donc là, c'est assez habile de faire quelque part un pas en direction de davantage de social, mais pour la catégorie ou la tranche d'âge qui est la plus acquise à François Fillon. Et on voit que, par exemple, sur la question des salariés, il y a assez peu de choses, hormis une franchise sur un certain nombre de cotisations, mais on est sur 250 € par an, ce qui est quand même pas énorme. Alors après, bien évidemment, il y a la cohérence du dispositif d'ensemble en disant c'est à prendre ou à laisser, c'est d'un bloc, tout ça a été étudié, mais on peut penser que la pression va se faire forte. Et là, on voit que se nouent à la fois des tensions entre les anciennes écuries et puis sur la ligne, puisque ce sont les sarkozystes qui sont les plus sensibles à cette
ce manque de dimension sociale. Alors il y a eu juste, ce n'est pas un rectificatif, il y a eu juste des images, hein, et puis on va les voir dans quelques instants, du retour en fait du couple Fillon à son domicile, qui n'a rien à voir avec l'image qui aurait été celle de l'arrivée pour un quelconque, pour un pôle de justice. Donc ça n'a rien à voir entre les deux images, on va les voir dans quelques instants. Judith Vintraub, une question, le plan B en fait, il n'a jamais été sérieusement évoqué? Non, jamais. Du remplacement. Non. Alors, il est évoqué par quelques personnalités très identifiées qui se sont distinguées au-delà de leurs anciennes appartenances, anciens sarkozystes ou anciens juppéistes, par la volonté de se venger de François Fillon. Tout ça n'est pas très politique. Ils ne pèsent pas forcément très lourd non plus. Ils pèsent pas, et ils sont souvent très isolés. Voilà, c'est ça. Voilà. Et en général, ils plaident pour leur propre chapelle, ce qui nuit quand même un peu à la crédibilité de leur plan B. Quand vous dites le plan B, c'est moi, en général, ça ne fonctionne pas. Donc, non. Et politiquement, d'ailleurs, Alain Juppé a tout de suite désamorcé la chose, et juridiquement, statutairement plutôt, puisque c'est pas une loi, ce sont les statuts du parti Les Républicains, à aucun moment n'est évoquée l'hypothèse où le candidat élu par la primaire ne serait pas en situation d'être candidat à la présidentielle. Judith Vintraub dans les statuts de la haute autorité à la primaire de la droite et du centre, parce que nous allons recevoir son ex-président dans quelques instants. Elle vous dira mieux quoi. De toute façon, en plus, il y a deux choses. Il y a les statuts du parti qui disent que le parti choisit son candidat par le biais d'une primaire ouverte, et puis il y a la charte de la primaire qui, elle, appartient à cette élection-là. Les dates sont fixées en fonction du calendrier 2017, donc on ne peut pas utiliser cette charte pour une primaire ultérieure. En tous les cas, voilà ce qu'on pouvait dire ce soir de ces affaires, de l'aspect politique. C'est un feuilleton, nous aurons l'occasion d'en reparler. Et peut-être s'il y a d'autres informations tout à l'heure, évidemment, nous vous tiendrons informés. Et maintenant, que se passe-t-il à gauche? Eh bien, au lendemain du second tour de la primaire de la belle alliance populaire, le défi du rassemblement, c'est le pari le plus dur, le plus âpre pour Benoît Hamon, désormais candidat socialiste à la présidentielle. On voit tout cela avec Julie Hulin. Une rose à la main, Benoît Hamon est devenu le candidat des socialistes à l'élection présidentielle. Et le voici lancé dans une vaste opération séduction. Dès hier soir, il a tendu la main à ses concurrents directs Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Hors de question pour la France insoumise, leur champion ne se retirera pas de la course. Je crois que Benoît Hamon ne doit pas être grisé par ce qui s'est passé durant la primaire et imaginer que c'est autour du Parti socialiste désormais que des forces populaires, une énergie va se retrouver. C'est pas possible. Yannick Jadot, en revanche, semble plus ouvert à la discussion. Ce que je lui demande, c'est d'être cohérent avec les choix qu'il a portés et à ce moment-là, tout devient possible. Rester cohérent sans fracturer le Parti socialiste. À l'issue de leur rencontre cet après-midi, Bernard Cazeneuve a mis en garde Benoît Hamon. La gauche ne réussira pas sans assumer le bilan du quinquennat. L'ancien frondeur peut-il être le nouveau rassembleur? Aujourd'hui, plusieurs parlementaires socialistes ont déjà tranché. Ils rallieront Emmanuel Macron. Pour éviter l'hémorragie, Benoît Hamon va devoir faire des concessions. Voilà, et vous venez de le voir sur cette image, Benoît Hamon qui a été reçu cet après-midi à Matignon. Il sera reçu jeudi à l'Élysée. D'abord, selon vous, Hervé Lebras, comment vivent-ils au gouvernement, à l'Élysée, le retour en force, en majesté même, de ce frondeur en chef? Oh, c'est un procureur camouflet. Du quinquennat. Et il y a des tas d'éléments de ce camouflet. Par exemple, dans le département de la Corrèze, Hamon devance Valls. C'est quand même une citadelle hollandaise qui est en train de tomber. Assiégée, donc je pense que c'est dur, mais en même temps, je trouve un peu dommage que, après avoir été pendant 11 ans secrétaire du Parti socialiste, Hollande fait comme si il ne l'avait jamais été. Il va voir un match de handball. Parce qu'on dit handball et handball. Exactement. Et, pendant que les autres votent et discutent du résultat des élections. Comment vous l'analysez? C'est un désintérêt, une indifférence ou un calcul pour un autre candidat plus tard? Non, je pense pas. Je pense que Hollande, depuis très longtemps, est préoccupé beaucoup plus par sa propre personne que par le parti lui-même. Donc je crois qu'il est, de ce point de vue-là, fidèle à sa nature. Je ne pense pas qu'il ait de grands espoirs. On a dit qu'il caressait un espoir du côté européen, mais je pense pas que
que justement ce genre de comportement, de recevoir ces équipes de handballeurs au lieu de s'intéresser à la politique, soit très porteur pour qu'il obtienne ce poste. En attendant, Jérôme Fourquet, Benoît Hamon, il se trouve aux prises en fait avec une équation politique qui est assez compliquée. Reconquérir l'électorat de gauche qui est séduit par Jean-Luc Mélenchon et éviter quand même l'hémorragie de l'électorat socialiste. Je ne sais pas si on peut dire hémorragie, mais une migration vers Emmanuel Macron. Alors ce ne sera pas tout l'électorat socialiste, mais on voit qu'il y a une frange importante de cet électorat qu'on pourrait appeler social-réformiste, qui ne se reconnaît absolument pas dans la ligne que Benoît Hamon a portée. On l'a vu dans le débat d'entre-deux tours, ça a été théorisé d'ailleurs par Manuel Valls sur cette idée des deux gauches irréconciliables, avec peut-être une difficulté supplémentaire pour Manuel Valls, c'est que cette fracture, elle passait au sein même du Parti socialiste. Là, on a déjà un communiqué de victoire de la part des macronistes, qui disent qu'ils ont reçu 3000 demandes d'adhésion dans les 24 dernières heures. Alors, est-ce que... 5000, moi j'ai entendu. Alors voilà. Donc, ça grimpe. De minute en minute, voilà, le compteur grimpe. Donc, ils ne sont pas tous forcément des cadres et des militants du PS, mais il se passe des choses. On a vu sur Twitter et ailleurs que déjà quelques députés socialistes, valsistes, avaient indiqué très clairement qu'ils partaient avec armes et bagages du côté de... Pour l'instant, ils se comptent sur les doigts d'une main. Pour l'instant, mais ça fait que 24 heures. Donc, c'est pas impossible que les choses s'amplifient. Il y aura bien évidemment les perspectives qui sont offertes, puisqu'on sait que le PS, aujourd'hui, c'est d'abord un grand syndicat d'élus. Et donc, il va falloir regarder, hormis les convictions qui sont importantes, quel est le candidat qui est le plus susceptible soit de maintenir une certaine unité à gauche, soit aussi des victoires pour ces différents candidats. Et pour retenir ces électeurs-là, mais c'est compliqué parce qu'en même temps, on voit très bien que Benoît Hamon, sa pente naturelle, c'est d'essayer de refaire ce qu'on a appelé la gauche plurielle en 97, avec Yannick Jadot pour les écologistes. Il a une tonalité très écolo, Benoît Hamon. On a aussi une partie de l'appareil communiste qui soutient, bon gré, mal gré, mais plutôt malgré Jean-Luc Mélenchon. C'est la gauche plurielle ou la gauche morcelée là qu'il est pour l'instant, elle est morcelée, mais il essaye de faire un môle de résistance face à la droite et l'extrême droite en disant voilà, moi je suis le candidat du PS, mais j'ai des écolos, des communistes. Et en parlant de cela, il faut que les sociaux-réformistes ne partent pas tous chez Macron. Donc quelle équation, quel défi. Il y a quand même un tout petit point. Un bémol. Oui, non, peut-être pas un bémol, mais un point intéressant, c'est qu'avant le résultat, ils étaient crédités, Valls comme Hamon, de très peu. Ils étaient crédités, je crois, 8 et 9%. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'écart entre les deux était très faible. Oui. Autrement dit, quelque part, ils ont, je pense, quand même une base d'électorat qui est beaucoup plus commune que la différence qu'il y a entre ces deux personnes. Et du coup, on voit le rebond, il est maintenant dans l'enquête dans le sondage de ce matin de la Sofres, il monte d'un seul coup à 15%. 15, oui. On sent qu'on ne maîtrise pas très bien. Et Jean-Luc Mélenchon redescend à 10, qui était son score de 2012. Mais les électorats ne sont pas les mêmes quand même. D'après les études qui ont été menées très rapidement jusqu'à présent, un tiers des électeurs de Benoît Hamon ne viennent pas du PS, ne sont pas socialistes. Ce qui peut expliquer qu'au soir de sa victoire, il n'ait pas du tout fait de concessions sur le fond. Je pense à la loi El Khomri qu'il a agité comme un épouvantail. Je pense au pacte de responsabilité dont il a dit tout le mal qu'il en pensait, ni de concessions sur la forme. Il s'est effectivement, comme le dit votre sujet, adressé au candidat écologiste Yannick Jadot. Il s'est adressé à Jean-Luc Mélenchon sans grand espoir que ça fonctionne, mais en espérant quand même que les communistes l'entendraient. Donc la question, c'est pas seulement comment le rassemblement est-il possible, c'est quel rassemblement poursuit Benoît Hamon. Et je ne suis pas sûre que la réponse soit le rassemblement de la gauche tel qu'elle est. Il est vraiment dans une construction... Il l'a dit d'ailleurs, à la Corbyn, Jeremy Corbyn, le leader du parti travailliste anglais, qui s'était distingué quand les travaillistes étaient au pouvoir
en étant le chef de frondeur, il est de tous les députés travaillistes celui qui a le plus voté contre des textes du gouvernement de son propre camp en théorie. Et on retrouve des tas de familiarité de pensée, de parenté idéologique. Et Corbyn, lui, construit un pôle de résistance. Oui. Loin du pouvoir. Oui, il y a une caractéristique. Alors que Benoît Hamon n'arrête pas de dire je veux le pouvoir. Oui, mais il y a une caractéristique très amusante, j'allais dire presque. Dans l'électorat de Jeremy Corbyn, on leur a demandé s'ils mettaient en avant les valeurs ou la conquête du pouvoir. Eh bien, 52%, c'était une enquête il y a quelques mois, 52% ont dit, mais les valeurs... la conquête... 48 pour le pouvoir, quand même. Oui, et pièce contradictoire, vraiment. Dans un parti politique, que les valeurs prennent le pas à ce point-là sur la conquête Jean-Luc Gombault, vous allez nous dire dans quelques instants votre avis, justement, sur cette gauche en marche, ou en marche, non, il ne faut pas le dire, cette gauche en marche, sûrement pas. Sûrement pas. On va écouter tour à tour Benoît Hamon et Bernard Cazeneuve, le Premier ministre, qui a reçu le candidat socialiste à la présidentielle cet après-midi. Quels que soient les talents de Bernard Cazeneuve, il ne m'a pas converti à la loi travail en 3 minutes, donc, ou en 1h30 en l'occurrence. Ça n'est pas ça dont nous avons parlé. Nous sommes des responsables politiques qui connaissons parfaitement ce que sont nos désaccords. Et s'il n'y avait pas eu ces désaccords, il n'y aurait pas eu de primaire non plus. Tout le monde se serait retrouvé autour d'un seul et unique candidat. Donc ce n'est pas ça dont nous avons parlé. Nous avons parlé du rassemblement de la gauche. Nous sommes d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de possibilité pour la gauche de l'emporter et sans qu'elle se rassemble. Et la force de ma candidature porte sur le fait qu'elle organise ce rassemblement. Je veux dire ici que pour moi, le rassemblement n'est pas réductible à des appareils. Je respecte les partis politiques, mais ça n'est pas pour moi qu'une affaire d'appareil. La gauche a donc plus que jamais le devoir d'être à la hauteur des échéances présidentielles et législatives du printemps prochain. Je le dis clairement et nettement, comme je l'ai dit à Benoît Hamon. Elle ne pourra l'emporter que si elle est fière d'elle-même. Fière de son histoire, fière de ce qu'elle a accompli, fière de son projet pour l'avenir. Et pour ma part, je suis fier de ce que les gouvernements de Jean-Marc Ayrault, de Manuel Valls, comme celui que j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui, auront mis en œuvre durant ce quinquennat sous l'autorité du président de la République. Mais voilà, en écoutant ces deux hommes, Jean-Luc Gombault, on voit les contradictions. Pour Bernard Cazeneuve, il faut défendre le quinquennat. Pour Benoît Hamon, pas question de dévier de sa ligne déjà sur la loi travail. Et il dit cette phrase très importante, le rassemblement n'est pas réductible à des appareils. Oui, alors justement, le problème qui va se poser à Benoît Hamon, je me dis, rassembler à gauche, c'est recoller les morceaux. Mais rassembler à droite, c'est resserrer les liens. Et c'est beaucoup plus difficile de recoller des morceaux que de resserrer les liens. Parce que si vous regardez la droite, elle n'est pas d'accord sur la profondeur des réformes, le rythme des réformes, mais elle est d'accord sur le mouvement de réformes à faire. Donc, ce n'est pas trop compliqué. Si vous regardez la gauche, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, on cite des exemples antérieurs, mais du temps de Jospin, par exemple, qu'il avait réussi à faire, la situation économique n'était pas la même du tout. Ça n'avait rien à voir. C'est-à-dire que dans tous ces dialogues que l'on entend, de toutes ces déclarations que l'on entend, on oublie un phénomène majeur qui est la crise. Et c'est la crise qui fractionne les points de vue. C'est la crise qui... Rappelez-nous le taux de croissance à l'époque de Jospin. Alors, il devait être à peu près de 2,5-3%. C'était déjà beaucoup. Oui, c'est vrai. Et après, c'est passé à 4. Donc, on était dans un système un peu, pendant quelques mois. Mais on était dans une situation conjoncturelle difficile. Maintenant, si on part de l'idée qu'il est inutile pour M. Hamon d'espérer que Macron se retire, entendu. Il est inutile qu'il espère que M. Mélenchon se retire. Ça me paraît, c'est 10 ans de combat. Non, vous n'y croyez pas, Hervé Lebrun. Jean-Luc Mélenchon, qui croit plus que jamais en son étoile, ne se retirera pas. S'il apparaît que c'est à cause de... regardez, maintenant, ils sont l'un plus l'autre, ça fait 25% dans le sondage de ce matin. À ce moment-là, Mélenchon prend une énorme responsabilité. Il ne serait pas le premier. Tant qu'ils sont... tous les deux, vraiment, la somme des deux est minoritaire. Bien sûr, Mélenchon peut continuer, peut espérer grappiller, regagner. Mais là, on est dans une circonstance assez bizarre qui donnera à réfléchir à Mélenchon. En tout cas, s'il le fait, ce que je n'arrive pas à imaginer, il y a quand même des troupes, il y a des gens qui seront profondément, je parle des militants toujours, qui parleront de trahison en quelque sorte. C'est-à-dire, à part la trahison qu'ils estiment être de M. Hollande, il y aura la trahison de leur propre leader, de M. Mélenchon. Mais ce que je veux dire par là, c'est si on parle maintenant du recollage des morceaux,
c'est-à-dire l'individu. Si on lit les programmes, on lit bien le programme, s'il y en a, enfin, plutôt les idées de M. Macron. Oui, et si on lit les perspectives de M. Mélenchon, il y a incompatibilité totale. Côté Macron, là, je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a même côté Macron et même Mélenchon. C'est-à-dire quand Mélenchon dit, par exemple, il n'est pas question du revenu universel, sur l'Europe, c'est majeur. Qu'est-ce que dit le maximum que dit M. Hamon sur la question européenne, c'est il va falloir casser un peu de vaisselle à Bruxelles. Mais il n'est pas du tout sur cette ligne, Mélenchon. Lui, c'est pas casser la vaisselle, c'est tirer les couteaux. C'est-à-dire, on n'est pas du tout dans le même registre. Donc, en fin de compte, si vous regardez ben oui, évidemment. Donc, si vous regardez les programmes, vraiment, il n'y a pas compatibilité. Donc, je ne vois pas comment il peut réussir cette opération, et je ne vois pas aussi comment il peut, sans réussir cette opération, arriver à la mission qui doit lui être confiée, à mon avis, par l'appareil du Parti socialiste, qui est non pas de gagner les présidentielles, bien entendu, mais au moins d'arriver troisième. C'est-à-dire, surtout, ne pas descendre plus bas que troisième. Oui, mais si vous voulez, au fond, ce qui nous différencie peut-être un peu, c'est que vous partez des programmes et des personnes. Et moi, au fond, mon métier, c'est plutôt de partir des électorats, de voir est-ce que ces électorats peuvent... au fond, se rassembler. Et mon sentiment, notamment après avoir examiné une à une les cantonales, c'est que l'électorat de gauche est beaucoup moins divisé que le sommet de la gauche. On voit bien que les reports ont été faits entre les deux tours au moment des cantonales, on a quand même 1995 cantons, ont été faits indépendamment de l'étiquette du candidat qui restait en lice. Il n'y a pratiquement pas de perte en ligne. Donc je crois qu'on peut s'attendre à des surprises à ce niveau-là. D'où les déceptions. Oui. Ou à des déceptions aussi, oui. Oui, Hervé Lebras a raison sur les incompatibilités qui sont beaucoup moins fortes à la base, ou en tout cas qui s'effacent devant les impératifs stratégiques à la base, et pas au sommet. Mais au sommet, si on occulte la bataille de personnes et de pouvoir, là, on risque de manquer sérieusement de grille de lecture. Parce que Jean-Luc Mélenchon veut clairement casser le PS. Pour construire un parti qui serait... Moi aussi, il veut casser le PS d'une certaine manière. Non, parce que... comme frondeur. Mélenchon voudrait en fait recréer une sorte de Syriza ou de Podemos français. Le problème, c'est que Hamon, c'est aussi son projet pour le PS. Donc les projets étant similaires sont forcément concurrents et concurrents à mort. Combien il y a d'ailleurs de gauche aujourd'hui, Jérôme Fourquet? Est-ce qu'il y a une gauche radicale, une gauche libérale, une gauche... C'est compliqué, mais pour aller dans le sens de ce que disait Judith Weintraub, mais si on poursuit sur l'exemple britannique, Corbyn a gagné sur une primaire aussi, mais vous savez qu'aujourd'hui, il est en bisbille frontale avec toute une partie de l'appareil travailliste qui est sur une ligne beaucoup plus modérée. Et donc je pense qu'on va avoir quelque chose de cette nature-là, soit pendant la campagne, soit après, parce que Benoît Hamon, lui, aujourd'hui, sa légitimité, c'est les 2 millions de votants. Et en disant, les appareils suivront et se plieront à ce qu'on veut faire. Et donc, peut-être une recomposition. Et quand on a dit tout à l'heure, la mission qui est assignée à Hamon par la rue de Solferino, mais ils peuvent lui assigner une mission, je pense que Benoît Hamon, il s'assoit dessus. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, il l'a dit. Et donc, il y a... on est dans un mouvement de décomposition-recomposition. Ouais. C'est assez passionnant. On a parlé des communistes tout à l'heure. Les cadres communistes ont voté contre le soutien à Mélenchon, les adhérents ont voté pour. À chaque fois, le sommet et la base font sécession à chaque fois. À chaque fois à 50% à peu près. Et donc on voit qu'aujourd'hui, un certain nombre de communistes sont prêts à prendre langue avec Benoît Hamon, comme les écologistes. Donc il y a tout ça qui est en train de se mettre en branle. Et puis l'appareil du Parti socialiste, qui avait une partie de ces gens-là qui avaient poussé, par exemple, Vincent Payon, et qui aujourd'hui se retrouve quand même à portion congrue et est obligé de composer avec Benoît Hamon, qui est pour un temps incontournable. C'est un véritable feuilleton, en tous les cas, à suivre en politique, également sociologique. Et on retrouve toujours avec beaucoup d'intérêt vos analyses, messieurs. C'est un livre commun, La guerre des trois, la primaire de la droite et du centre. Jérôme Fourquet, Hervé Lebras, merci pour cette analyse. La suite de votre émission. Et cette question à présent, quel bilan peut-on faire des primaires après celle de la droite et du centre et au lendemain de celle de la belle alliance populaire? Peut-on dire que la primaire est un tremplin? Vraiment? Vous en êtes sûr? Eh bien, c'est le thème du match des idées, avec dans quelques instants Jean-Pierre Mignard, avocat, soutien d'Emmanuel Macron, et Anne Levade, professeure de droit public. Elle a présidé à la haute autorité de la primaire à la droite et du centre. C'est dans quelques instants. Restez avec nous. Merci.
David Racheline, sénateur Front National du Var, sera l'invité de Cyril Viguier dans Territoire d'Info, votre matinale d'information tournée vers les territoires. Territoire d'Info, demain à 7h30, en direct sur Public Sénat et Sud Radio. Vous en vivez de l'élevage ou non? On n'en vit pas vraiment. Est-ce qu'on tiendra le coup jusqu'à 62, 63 ans à ce rythme-là? C'est une liberté qui coûte très très cher. Quand je les entends tous les deux, Jean-Louis et son épouse, je vois ce que c'est, quoi. Ça me fait beaucoup d'émotion parce que je me dis, merde, c'est pas possible. C'est pas possible que ce beau métier, on en vive comme ça. C'est pas possible. Moi, je pense qu'il faut que ça change, ça. C'est dans cette farine qu'il y a l'or. C'est ce métal, le métal le plus précieux auquel les gens en Afrique ici perdent leur vie. La séance, on pourrait faire un petit peu de déambulateur. Ah, j'ai une crampe. Ah. Ouais, je sais. Côté, ça me donne une impression de pouvoir et d'avoir un peu le destin, avec de gros guillemets, mais du lycée, donc ça fait plaisir. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct bien sûr, c'est votre émission. On va plus loin pour débattre à présent du bilan des primaires après la primaire de la droite et du centre. Clap de fin hier aussi pour la primaire de la gauche avec la nette victoire de Benoît Hamon. Le candidat bénéficie de la légitimité du vote. Mais qu'en est-il du rassemblement après l'exercice de la primaire en général? Ce système renforce-t-il ou dénature-t-il notre démocratie? On va en parler avec nos invités ce soir. J'ai le plaisir de vous les présenter. Anne Levade, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, professeur de droit public. Vous avez présidé à la haute autorité de la primaire de la droite et du centre. Avec nous et face à vous, Jean-Pierre Minière, bonsoir. Bonsoir. Avocat, soutien d'Emmanuel Macron. Nous allons parler dans quelques instants de la primaire et du bilan. Une question sur l'actualité, Anne Levade et Maître Minière. Sur ces auditions qui se sont achevées aujourd'hui. D'abord, une question, Anne Levade, sur les statuts de la haute autorité à la primaire de la droite et du centre. Beaucoup se sont interrogés pour savoir s'il y aurait peut-être un article, une clause qui aurait prévu éventuellement le remplacement ou l'empêchement d'un des candidats ou l'empêchement du candidat vainqueur. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a mention de cette... Non, et à ce stade, on est quand même dans la politique fiction, donc il faut faire évidemment attention à ce qu'on dit. Ça n'est pas prévu dans la charte de la primaire, ça n'est pas prévu non plus dans les statuts de la haute autorité, qui était une structure totalement distincte. Et la seule chose qui est prévue, en fait, ce sont les statuts des Républicains qui prévoient effectivement que le candidat qu'ils soutiennent pour l'élection présidentielle est normalement issu d'une primaire. Donc... pour l'instant, c'est le cas, c'est encore le cas. Je ne sais pas si les choses ont vocation à changer. Évidemment, ce sera une décision politique si la question venait à se poser. Décision politique, vous l'avez rappelé, nous n'en sommes absolument pas là. Scénario fiction pour le moment. Mais maître, la question se pose aujourd'hui à la suite de ces auditions. Beaucoup se sont interrogés sur la rapidité de la justice. Au contraire, le camp Fillon s'en félicite. C'est le cas. Il faut aujourd'hui dire que la célérité de la justice, c'est presque une exigence démocratique pour pouvoir libérer ou pas ce candidat aujourd'hui à la présidentielle. Certainement, on ne comprendrait pas que la justice prenne du temps alors qu'il y a des échéances. Les électeurs voudront très vite savoir qui est candidat et qui ne l'est pas, voudront déterminer leur position, leur attitude, et donc dès lors qu'il existera ou non des indices constituant potentiellement une infraction ou rien, il faudra très très rapidement que les électeurs et puis les candidats, et le candidat concerné, mais ce serait pour n'importe quel candidat la même situation, puisse savoir exactement ce qu'il a à faire. Donc ça, c'est une exigence absolue de rapidité. Il ne faut pas non plus que rapidité signifie que l'on bâcle une enquête préliminaire. Qu'est-ce que peut faire le parquet en premier? Il n'y a que la police judiciaire et le parquet qui, à ce stade, peuvent le savoir. Soit ils considèrent qu'il n'y a rien et donc c'est clos, soit ils peuvent toujours estimer, renvoyer en citation directe devant le tribunal correctionnel. C'est peu probable dans une affaire comme celle-ci, et vu les personnalités en cause. Ça peut être aussi la demande d'une ouverture d'une information judiciaire, un juge d'instruction. Et là, on est rentré dans un processus de temps beaucoup plus long et qui, sans doute, irait bien au-delà de l'élection.
Quel est votre regard plus général, plus distancié, Anne Levat? C'est quand même un contexte politique pour notre pays assez inédit. Il est le favori. Nous sommes à moins de 3 mois de la présidentielle. Il y a potentiellement ces affaires présumées dont nous n'allons absolument pas préjuger ce soir, mais ce qui donne lieu à un contexte, à un paysage politique mouvant, incertain. Alors, je dirais, moi, depuis que j'observe la vie politique et depuis mon poste de juriste, j'y prends une modeste part, rien ne se passe jamais comme prévu. Donc, de ce point de vue-là, j'allais dire plus rien ou pas grand-chose, en tout cas, m'étonne. Ce qui est vrai, en tout cas, c'est que si certains imaginaient que les primaires, de manière générale, fluidifiaient en quelque sorte les choses et conduisaient à ce que le parcours soit plus simple, la démonstration est faite. En 2 temps, à la fois parce que ce ne sont pas nécessairement les candidats que les uns et les autres imaginaient sortir vainqueurs, et puis effectivement ce qui se passe aujourd'hui avec le candidat désigné pour la droite et le centre montre que de toute façon on peut toujours et jusqu'au dernier moment avoir des surprises. Je rappelle qu'on a une toute petite expérience en France à l'aune de ce que d'autres États peuvent avoir, et en particulier les États-Unis, et que les États-Unis montrent que les choses ne se passent pas toujours comme on l'imagine lorsque s'achève le processus des primaires. Vous êtes une convertie au système de la primaire, personnellement, même si vous avez présidé, donc je ne sais pas si vous avez un avis personnel différent de l'avis professionnel. J'ai organisé cette primaire et je suis et tout le monde très reconnaît heureuse de l'avoir fait. La réussite de cette primaire dans la droite et du Je suis centre. encore plus heureuse pour ce motif-là de l'avoir fait. J'ai jamais été une turiféraire de la primaire. C'est-à-dire, j'ai jamais considéré que c'était l'alpha et l'oméga de la procédure de désignation des candidats. Et en particulier, c'est une des raisons pour lesquelles je reste convaincue qu'il ne faut surtout pas légiférer sur les primaires, en faire la procédure normale de désignation des candidats, parce que le principe, c'est la liberté des partis politiques. Et que je pense que, en revanche, c'était sans doute à un moment donné, en tout cas au début des années 2010, la procédure qui s'est imposée à gauche puis à droite, et aux surprises en même temps, à droite et à gauche en même temps. Donc voilà, c'était un moment où manifestement c'est ce qui semblait le meilleur moyen, parce qu'il n'y avait pas de candidats qui se dégageaient spontanément, et parce que sans doute aussi la légitimité des partis à désigner seuls leurs candidats n'était plus avérée. Donc la primaire répond davantage, vous l'entendez, Jean-Pierre Mignard, à des écueils pour Anne Levat. Elle n'est pas une fan absolue. À l'entendre, ça mène un peu d'eau à votre moulin, parce que pour votre candidat, si je puis dire, le salut est hors de la primaire. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je me suis interrogé, on en parlait avec Anne avant de rentrer, parce que c'est exact qu'il y a peut-être quelques mois, j'aurais pas du tout tenu les propos que je suis prêt à tenir. C'est-à-dire, j'aurais beaucoup plus défendu la primaire. D'abord, avec le recul, je m'aperçois que les 2 primaires qui ont eu lieu, et qui sont, enfin les 3 même maintenant, celle-ci, celle que j'avais organisée dans la Haute Autorité de 2011, puis celle à laquelle a présidé Anne pour la Haute Autorité des Républicains et du Centre. Finalement, je me dis, est-ce que c'est parce que c'est un cycle nouveau, de plus grande participation des citoyens à la sélection des candidats à l'élection présidentielle, ou est-ce que d'abord c'est né d'une situation d'empêchement des partis eux-mêmes? En effet, je dois dire que le Parti socialiste avait montré ses limites dans la désignation de ses candidats internes. Déjà, avec ça avait été difficile lorsque Ségolène Royal avait été candidate. Il avait voulu ouvrir à des adhérents à des électeurs adhérents qui avaient des cartes moins coûteuses que les autres. Puis ensuite, il y a eu les congrès de Reims, etc., qui ont montré que les partis ne savaient plus se tenir. C'est-à-dire, d'une certaine manière, ne régulaient plus par leur fonctionnement, par leur éthique, les modes de désignation de leurs propres candidats. Ça, on l'a observé chez les socialistes comme on l'a observé chez les républicains. Et d'une certaine manière, les primaires ont été une solution, allez, j'ai peut-être été un peu cruel, peut-être un peu thérapeutique, pour des partis qui étaient arrivés à bout de souffle sur les formes de sélection interne. Et peut-être ce que l'on a perçu comme étant une solution utile, d'ailleurs elle l'a montré par 3 fois, puisque la primaire socialiste est finalement bien terminée, j'entends sur la question des modalités. Pour autant, est-ce que cela va remédier à la crise des partis? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'électeurs qu'il n'y en ait pour que les primaires soient représentatives? Parce qu'on peut avoir des primaires où effectivement il y a un corps électoral important, mais ce corps électoral, paradoxalement, n'est pas si significatif que cela. Beaucoup plus important que les partis en déclin ou victimes d'hémorragies significatives, mais en même temps,
peut y avoir même un effet d'optique qui soit même très dangereux. On peut croire que précisément avec 1 million, 2 millions, vous arrivez à 4, finalement on représente tout le corps électoral, et à la grande stupéfaction, sortie de la primaire, non. Car il y a peut-être effectivement 5-6% du corps électoral, mais tous les autres qui ne sont pas venus n'épousent pas pour autant immédiatement l'attitude de ceux qui ont voté. C'est ça. Donc solution thérapeutique, mais avec des effets secondaires. Il faut mettre ça en relief, je pense. Mais les effets secondaires, ils sont absolument indiscutables. Alors effectivement, ce que dit Jean-Pierre est très vrai. Je lisais d'ailleurs, je crois que Terra Nova a sorti une étude la semaine dernière en disant effectivement que finalement l'électorat de la primaire de la droite et du centre était tout sauf significatif, ce qui m'a fait sourire parce que à un moment donné, il était formidable parce que très étendu, et puis d'un seul coup, il se trouvait recroquevillé. Alors, j'allais dire, on ne peut pas faire grief à la formule de la primaire de s'adresser à une famille politique, puisque c'est son objet même. Et Dieu sait qu'on a dit que ce serait très gênant que des électeurs de gauche aillent à la primaire de la droite et réciproquement. Et en même temps, dire c'est très gênant parce que ce sont des électeurs de droite qui ont voté à droite et des électeurs de gauche qui ont voté à gauche. Bon, je caricature un peu en disant ça, mais je crois qu'on ne peut pas défendre une thèse et son contraire. Après, les effets secondaires, j'allais dire, ils sont réels même sur la scène institutionnelle. D'abord, il y a un effet d'accélération du temps politique, c'est très clair. On est passé du septennat au quinquennat, ça maintenant, on en a l'habitude. Mais finalement, la primaire conduit à ce qu'on soit dans une logique de quadriennat, puisque maintenant, il n'y a plus que 4 ans qui sont utiles. Et même, j'allais dire, dès le lendemain de l'élection de François Hollande, finalement, on se posait déjà la question de savoir s'il y aurait une primaire à gauche, parce que quelqu'un avait levé le lièvre des statuts du Parti socialiste en disant on ne sait pas s'il pourra échapper à une primaire. Et on a vu aussi quand même cet automne, en même temps d'ailleurs qu'avait lieu la primaire de la droite, deux faits totalement inédits, un président de la République contraint de sortir du bois, si j'ose dire, pour dire si oui ou non il irait à cette primaire, et faisant le choix d'y renoncer, un Premier ministre qui démissionne en disant « puisque je m'engage dans la primaire, je ne peux plus rester Premier ministre ». Ce qui est quand même sur le plan institutionnel, là, et on parle des acteurs qui gouvernent l'État, on ne parle pas de campagne politique, quelque chose qu'on n'avait jamais vu de manière aussi nette, c'est-à-dire un avant et un après, et du jour au lendemain, finalement, des institutions qui se passent, entre guillemets, de leur titulaire, si vous me permettez là encore la formule, parce que l'enjeu de la primaire devient déterminant. C'est passionnant. Et c'est vrai, ce poids sur les institutions, on ne l'a peut-être pas assez relevé. C'est vrai, un président de la République qui se retire parce qu'il y a aussi l'échéance de la primaire, un Premier ministre qui démissionne pour pouvoir être candidat. C'est assez incroyable le poids que prennent ces primaires sur nos institutions. Oui, mais je pense alors précisément que François Hollande ne s'est jamais exprimé sur la primaire. Je pense que non, mais il aurait dû clairement dire, non, mais il aurait dû clairement dire il n'en est pas question tout de suite. Non pas d'ailleurs pour se soustraire à un contrôle démocratique, mais parce que président de la Ve République, il est, comme il le dit le soir de son élection, comme tous les présidents élus de la Ve République le disent le soir de l'élection, président de tous les Français. Et donc, il est incompréhensible qu'à un moment, c'est-à-dire à 4 ans et demi de son mandat, il retourne devant sa famille politique, même élargie, pour faire valider ou au contraire invalider le résultat de son quinquennat. Vous en avez parlé Si, mais bien sûr, oui. Est-ce que vous le répondez sans vouloir éventer vos discussions mais j'ai le sentiment que peut-être a-t-il laissé passer cette proposition sans peut-être y prêter l'importance qu'il fallait. Peut-être pensait-il d'ailleurs que la situation économique se rétablirait. Là, elle va un peu mieux, mais c'est trop tard. Et que finalement, on oublierait l'idée de la primaire. C'est peut-être ça aussi qui a été une pensée peut-être tactique ou magique, mais qui ne s'est pas révélée effectivement bonne. Surtout que ça a été une machine de guerre contre le président de la République. Je dois reconnaître sur ce point que dans les statuts des Républicains, il est prévu qu'un président sortant ne se voit pas imposer une primaire. Je te précise quand même, on en parlait l'autre fois, que les Américains ont connu cela par 2 fois, c'était Reagan Carter et puis Ford Reagan, et c'était les 2 présidents sortants qui se sont vus imposer une primaire et qui ont perdu l'élection présidentielle. Mais allons jusqu'au bout. Lorsqu'un président en place se voit imposer une primaire, c'est qu'il est déjà faible. Bien sûr. Et finalement, celle-ci sanctionne. Il y a une question, puisque vous parlez des effets secondaires. Certains disent, même Anne Levat, que c'est un poison, parce que pour François Hollande, certains disent que la primaire a donné une légitimité incroyable, a porté d'ailleurs jusqu'à l'Élysée, mais finalement que les frondeurs se sont constitués à ce moment-là. Pour François Fillon aujourd'hui, ceux qui sont... Il n'y a pas de frondeurs pour le moment, évidemment, dans sa famille politique, mais tous ceux qui tirent à vue sur ce
son programme vont potentiellement être ses futurs adversaires dans cette même famille politique. Qu'est-ce que vous pensez de ce noyau dur qui se crée d'ores et déjà à la primaire pour contrer le candidat avec toute la légitimité malgré tout qu'il a ? Alors là, je dirais, c'est peut-être la limite de la fascination qu'on a eue pour la primaire au vu de l'expérience américaine. Parce qu'on a quand même en France une culture politique qui est celle du clivage. On aime bien, même si tout le monde dit droite et gauche, etc. Mais les Français, à la fois, veulent... Je sais, Jean-Pierre. Mais à la fois, les Français veulent que droite et gauche gouvernent ensemble, mais en même temps ne comprennent pas que droite et gauche se parlent. Et finalement, le fait qu'il y ait un vrai débat, je crois que ça a été salué dans le cadre des deux primaires, en réalité. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les électeurs ont aimé... D'ailleurs, des débats assez dignes, que ce soit à droite ou à gauche, où des arguments de fond ont été échangés. Et je crois que ça a participé justement de cet élan démocratique où il y a eu effectivement plus de 4 millions de Français pour la primaire de la droite et du centre. Et quand même, parce qu'on a beaucoup dit qu'il n'y aurait personne pour la primaire de la gauche, mais dans le contexte qui est celui de la gauche, un nombre qui n'est pas négligeable. Non, pas négligeable. 2 millions au deuxième tour, c'est quand même avec un net sursaut par rapport au premier. Et je crois qu'évidemment, comme on a ce goût de la lutte politique, en quelque sorte, de la querelle politique, la contrepartie, c'est qu'on va assez loin dans cette querelle politique et que, effectivement, le temps du rassemblement peut être plus compliqué. C'est une des raisons, d'ailleurs, je me souviens au moment de la rédaction de la charte de la primaire, pour laquelle, à droite et au centre, il y avait eu une très grande attention à la question de la date. Parce que d'abord, la campagne de la primaire, elle est très lourde physiquement, y compris pour les candidats, et donc il ne faut pas qu'ils arrivent complètement carbonisés, si j'ose dire, physiquement au moment de l'échéance. Oui. Mais il faut aussi laisser un peu de temps quand même pour penser les plaies. Après justement cette guerre interne finalement qu'on se livre forcément. Et aux États-Unis c'est moins vrai. Juste d'un mot, parce que bien souvent c'est un des adversaires qui devient le vice-président, parce que derrière il y a les équilibres, etc. Et puis surtout on l'oublie. Et on l'oublie d'autant plus que Donald Trump prend des mesures absolument fracassantes. Mais le président des États-Unis a finalement beaucoup moins de pouvoir que le nôtre. Tout à fait. Et donc, finalement, les enjeux du débat sont moins importants aussi. Et ils sont moins politiques, d'ailleurs, on l'a vu avec Hillary Clinton. Qu'est-ce que vous pensez de ces effets pervers de la primaire qui sont épargnés à votre candidat, parce que lui, il a tout enjambé, là, Emmanuel Macron? Oui, parce que d'une certaine manière, alors lui, il se traduit dans une tradition, vraiment, la doxa de la Ve République. Il n'a sans doute pas tort, parce que un des bilans qu'il tire des difficultés du quinquennat de François Hollande, c'est précisément un parti donc constitué d'ailleurs d'un certain nombre de parlementaires investis par une direction du Parti socialiste qui n'était pas spécialement en accord avec François Hollande. Donc on a un parti qui dispute en fait une légitimité. Et c'est vous qui me le dites, vous qui avez organisé la primaire en 2012, qui me dites qu'il a bien fait aujourd'hui de suivre l'esprit de la Ve République. Ah, mais moi je tire quand même, je tire un bilan. C'est-à-dire que ce que je constate, je ne suis pas totalement fermé, je crois, je constate que finalement, est-ce que la primaire ne fait pas qu'amplifier ce qu'on pouvait déjà constater au niveau de la vie des partis? Alors, c'est-à-dire qu'il y a des courants, qu'il y a des sensibilités. Au lieu d'avoir 50 000 votants, on en a 300 000, 400 000, mais qu'à la fin, il faut compter avec soi, que des sortes de baronnies électorales se constituent à l'issue de la primaire et que, dans tous les cas, le candidat désigné devra réunir tout le monde, même chacun ayant effectivement beaucoup plus de voix que celles qu'il aurait pu obtenir au sein du parti. Donc vous voyez, c'est cela qui est, me semble-t-il, peut-être... La primaire ne rend pas les gens bons, la primaire ne rend pas les gens doux, la primaire ne rend pas les gens meilleurs, elle a un immense avantage. C'est qu'à partir, et peut-être le seul, c'est qu'à partir du moment où vous convoquez le corps électoral à venir participer, vous êtes tenu à une probité dans l'exercice du scrutin que malheureusement les partis auparavant n'étaient pas en mesure de faire. Je vais laisser Anne Levade répondre, mais j'ajouterai que l'exercice de la primaire, c'est vous permettez à une autre vertu, c'est celle de la transparence de la présentation du programme dont on n'a pas encore la présentation pour votre candidat. Oui, mais justement, je vois que l'impatience est en train de grandir. Ça monte, ça monte. Il est vrai qu'à moins de 3 mois de la présidentielle, il est temps. Ah ben non, il ne faut pas non plus être trop en avance. Parce que vous parlez un petit peu des traditions républicaines. Il ne faut pas sacrifier le fond à l'urgence. Anne, ce n'est pas c'est pas la mode ici dans cette émission. Alors, ce que dit Jean-Pierre est tout à fait exact. Je veux juste dire qu'il y a aussi peut-être une légère différence culturelle entre la gauche et la droite. La gauche a une culture de courant et le Parti socialiste a une culture de courant. C'est d'ailleurs même de parti. Ouais. Bien sûr, et c'est sans doute la raison pour laquelle finalement la primaire s'est imposée plus spontanément à gauche que à droite et au centre. Et j'ai le sentiment, si nous n'étions pas dans cette semaine un peu particulière quand même pour la droite et le centre, que le travail de rassemblement
pour des raisons encore une fois culturelles, j'allais dire, aurait peut-être été, je ne suis pas en train de dire que tout le monde se met à s'adorer du jour au lendemain, hein, soyons bien clairs, mais je pense que ce travail de rassemblement aurait peut-être été plus facile à droite et au centre, au sens où il y a malgré tout une tradition bonapartiste, pour dire les choses de manière un peu simplificatrice, qui est plus ancrée. Et donc, je ne sais pas, l'avenir nous le dira, je ne sais pas si ce que je dis se vérifiera, mais j'ai le sentiment que, d'abord, on ne peut pas nécessairement tirer de la primaire de 2011 et de l'élection de 2012 des enseignements à long terme. C'était aussi, si on se contente d'être observateur, l'intérêt d'avoir ces deux primaires, de voir si effectivement c'est le processus qui produit les mêmes effets ou si finalement tout ça est aussi affaire de personnes et de circonstances. Mais j'ai l'intuition en tout cas que la droite était peut-être davantage, par habitude, prête après à se regrouper derrière un unique candidat. Et elle sentait le parfum de la victoire. Oui. Ça aide. Mais la gauche le sentait aussi, malgré tout. Beaucoup, en 2011-2012. En 2011, oui, elle sentait moins là. Remarquez que je vois ni Alain Juppé, ni Nicolas Sarkozy ne semblent apporter un appui significatif à François Fillon dans le commencement de sa campagne. Hein, peut-être d'ailleurs qu'il ne leur demande pas. Hier, Manuel Valls indique qu'il sera loyal, mais qu'il ne défendra pas les thématiques de campagne de Benoît Hamon, ce qui me fait penser que la primaire rassemblement, la primaire convergence, ça ne s'arrête peut-être qu'à la primaire loyauté, c'est-à-dire je ne me présenterai pas contre le candidat désigné, mais quant à le soutenir, je ne vais pas jusque-là. Donc ce sont les limites de l'exercice. C'est une obligation de la charte de la primaire de la droite. Eh oui, mais c'est peut-être une obligation. Qui a été respectée. Oui. Qui a été respectée. Oui. Enfin, en tout cas, la présence hier au meeting de la Villette d'un très grand nombre de candidats. Oui, à la bien primaire sûr. Oui, enfin, personne n'a sondé les reins et les cœurs non plus, Gérard. Non, mais ça, on ne le fera jamais. Ça, on ne le fera jamais. Il y a une réflexion aussi sur, puisque vous parlez d'Alain Juppé et de Nicolas Sarkozy, sur les sortants-sortis. Je ne vais pas reprendre le mot de Jean-Luc Mélenchon. Lui, il parle, je vais vraiment entre guillemets, c'est son mot à lui, de dégagisme. Entre Nicolas Sarkozy, Cécile Duflot également, Alain Juppé, Manuel Valls, c'est quand même, Jean-Pierre Minard, le choix d'une partie de la population qui a décidé d'arrêter brutalement ou de mettre entre parenthèses leur parcours politique qui pour certains date de 20, 30 et 40 ans. Une partie de la population, on peut parfois penser que ces primaires sont assez injustes pour ces personnalités. Oui, mais en même temps, je ne vois pas non plus un grand sursaut de colère du reste de la population qui n'a pas participé. Donc, je pense aussi que la crise de 2008 est passée par là. Je crois qu'on n'a pas encore mesuré l'importance des cicatrices, des traces, qui sont considérables. Dans ce pays, quand même, il y a un nombre de pauvres qui est quand même considérable, faut dire, ou de précaires qui est énorme, hein, près de plus de 15 millions de personnes. Donc, n'exagérons pas, ce n'est pas seulement la France, c'est la situation de tous les pays, les États-Unis. Donc, on ne peut pas faire comme si les choses allaient repartir, comme si rien ne s'était passé. Il y a des traces profondes, il y a des cicatrices, il y a des blessures. Et je constate d'ailleurs que dans tous les pays d'Europe, aux États-Unis bien sûr, je constate en effet que les classes politiques dirigeantes, gouvernantes, sont expulsées du pouvoir. Et ça, c'est directement lié au tsunami économique, social. Donc on a besoin de nouveautés, de jeunesse, mais les attentes sont grandes, attention de ne pas les décevoir. On a besoin surtout de raccommoder le corps social et de le faire très bien et très vite. Oui, je ne pense pas que ce soit lié aux primaires, ça, pour le coup. Effectivement, je suis d'accord. Je pense que c'est un moment. Et un moment, une vraie volonté populaire de les faire sortir. Je pense que c'est aussi la sanction, sans doute un peu brutale, d'un constat qui est qu'il y a eu des programmes, des promesses, pas de résultats, en tout cas pas les résultats à la hauteur de ce qui avait été promis, et que donc il y a effectivement c'est presque un peu un cri de désespoir, c'est-à-dire la volonté parce que malgré tout on y croit encore. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que les deux primaires qu'on vient de vivre, alors qu'on disait que plus personne ne croyait en la politique, que le discrédit du politique était manifeste, a quand même mobilisé un nombre d'électeurs absolument sans précédent. Donc c'est très paradoxal. Et d'une certaine manière, l'élection aux États-Unis, pardon de faire ce parallèle, mais a montré la même chose. C'est-à-dire à la fois il y a un rejet de la classe politique, et pour autant les gens vont voter. Donc ils y croient encore, sinon ils n'iraient pas voter. Ils se détourneraient des urnes et ils considéreraient que finalement leurs représentants ne les représentent pas et qu'il n'y a plus aucun espoir. Donc c'est un mélange, me semble-t-il, à la fois de grande angoisse, de grande déception, et puis malgré tout un besoin effectivement d'espoir assez phénoménal. Pour conclure, est-ce que vous pensez que pour les années à venir, on ne pourra plus se passer des primaires ?
Ou alors ça peut être moi c'est pas du tout mon sentiment. Alors je sais pas si c'est une mode, je pense que ça dépendra vraiment du moment, du contexte, de qui fait quoi à quel moment. Et je n'exclus pas que à l'avenir, de nouveau, des hommes providentiels, puisque la France est fascinée par les hommes providentiels, s'imposent. Et je crois que ça correspond. Je disais hommes. Alors, pardon, je voulais quand même. Non, pas du tout. Je voulais quand même le préciser. Mais je pense que c'est vraiment une question de moment. Qu'est-ce que vous avez dit? Je n'ai pas entendu. Oui, mais en 2007, il y a eu Ségolène Royal, donc une femme qui était pour la première fois au deuxième tour de l'élection présidentielle. Oh, je suis totalement d'accord avec Anne. C'est tout. Alors sur ce point. Les primaires ne sont pas inscrites dans le marbre et il y aura on ne peut pas, il y aura des circonstances qui amèneront soit des primaires lorsque les partis resteront suffisamment forts pour être les lieux de sélection, soit lorsqu'ils seront faibles. En effet, il y aura de manière, j'allais dire presque gaulienne, dans les institutions, des personnalités, hommes ou femmes, qui diront, eh bien voilà, la direction est convergente. Une dernière question plus précise sur le mouvement en marche, Jean-Pierre Mignard. Certains disent qu'il pourrait devenir, je fais attention au mot, une machine à recycler les déçus, toute une large hétéroclite bande, j'allais dire, de déçus socialistes. C'est le cas? Non, c'est pas le cas, parce que déjà, pour l'instant, il y a à peu près 150 000 personnes et ce ne sont pas des déçus du Parti socialiste. Écoutez, si Emmanuel Macron est élu, je pense qu'il peut être élu, il faudra qu'il ait beaucoup de voix de gauche, beaucoup de voix du centre et beaucoup de voix de droite. Donc la question, c'est que l'ensemble de ce mouvement de convergence sur un choix de progrès, puisqu'il se dit progressiste, eh bien, se fasse de telle manière qu'il y ait un équilibre entre tous ces mouvements pour faire une convergence harmonieuse et surtout une majorité parlementaire à la suite de l'élection du président de la République. Mais alors là, pour le coup, c'est un vrai bouleversement politique. On aura peut-être le temps d'en reparler, mais c'est un choix. Ce sera l'occasion d'un autre débat, puisque vous nous faites le plaisir de venir régulièrement. Anne Levade et Jean-Pierre Mignard, merci beaucoup pour ce débat. C'est moi qui vous remercie. La suite de votre émission, dans quelques instants, le grand entretien avec le sociologue Jean-Pierre Le Goff et la revue de presse, mais d'abord le tour d'horizon de l'actualité. Près de 5 heures d'audition pour François Fillon et son épouse Pénélope. Le couple était entendu dans des locaux de la police à Versailles. Ils ont quitté les lieux vers 21h. Les enquêteurs ont interrogé séparément les deux témoins pour éclaircir le rôle de Pénélope Fillon auprès de son mari pendant 8 ans en tant qu'assistante parlementaire. Dans un communiqué, l'équipe de François Fillon assure avoir apporté des éléments utiles sur le travail réalisé dans cette période. Justice. Le propriétaire de la Revue des Deux Mondes, lui aussi entendu aujourd'hui. Marc Ladrette de la Charrière a été auditionné par la police au sujet de la nature de l'emploi de Pénélope Fillon au sein de la revue. En 1 an et demi de collaboration, l'épouse du candidat à la présidentielle a touché près de 100 000 €. Les seuls travaux connus à ce jour sont la publication de 2 notes de lecture. Débat. La barre des 200 000 signatures atteintes en moins d'une semaine. La pétition publiée sur la plateforme change.org réclamant à Pénélope Fillon de rendre l'argent perçu comme assistante parlementaire rencontre un énorme succès. L'auteur de la pétition demande à l'épouse de François Fillon de restituer la somme à l'Assemblée nationale. Au Sénat. Une radiographie des rémunérations des assistants des sénateurs. Dans un rapport, l'association en charge de leur salaire révèle qu'à temps plein, la rémunération mensuelle moyenne brute est de 3 248 € au 1er juillet 2016. Une somme qui cache de grandes disparités puisque 80 assistants touchent entre 1 000 et 1 500 € par mois, quand dans le même temps, 4 collaborateurs émargent à plus de 7 000 € bruts mensuels. À droite. Je trouve un peu bizarre que d'un seul coup tout sorte comme ça. Donc c'est un complot pour vous également? C'est pas un complot, mais complot est peut-être un mot énorme, mais d'un seul coup il y a des affaires qui sortent, comme par hasard depuis qu'il a été élu, parce que par les Français en tant que candidat des Républicains et du centre. Pourquoi tout ça n'est pas sorti avant? International. La lutte nécessaire et résolue contre le terrorisme ne justifie en aucune manière de généraliser le soupçon contre les personnes en fonction de leurs croyances. En l'occurrence ici, des personnes de foi musulmane ou en fonction de leur origine.
oder Menschen von einer bestimmten Herkunft. L'indignation contre le décret de Donald Trump fermant les frontières américaines aux ressortissants de 7 pays musulmans a fait vivement réagir la chancelière allemande. Depuis Téhéran, le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault réclame l'annulation du décret controversé. Terrorisme. Mohamed Abrini mis en examen par la justice française. Suspect clé des attentats du 13 novembre, le Belge déjà incarcéré dans son pays a été transféré au palais de justice de Paris pour une journée. Surnommé l'homme au chapeau par les médias, il est soupçonné d'avoir participé aux attentats de Bruxelles du 22 mars 2016. Attentat. Ce soir, la Tour Eiffel éteindra ses lumières en hommage aux victimes de la fusillade dans une mosquée de Québec. Une attaque terroriste pour le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Le bilan s'élève à 6 morts et 8 blessés. 2 suspects ont été arrêtés. Et c'est l'heure de votre revue de presse. On va découvrir ensemble les unes de l'actualité avec le Figaro, OPS, la fuite vers Macron qui a commencé. Au lendemain de la victoire à la primaire du leader de l'aile gauche du PS, Benoît Hamon, bien beaucoup de socialistes doutent et certains ont déjà franchi le Rubicon pour aller vers Macron. Le Télégramme qui titre sur le couple François Fillon qui a été auditionné aujourd'hui. Pénélope et François Fillon sur le grill. La Croix sur la présidentielle, encore beaucoup d'inconnus. Une présidentielle avec beaucoup de surprises à venir. Enfin, Libération, Trump, peut-on l'arrêter en barricadant son pays avec des décisions extrêmes, notamment le décret anti-immigration. Le président américain va loin et provoque de nombreuses controverses et polémiques. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est l'entretien pour aller plus loin. Mon invité ce soir est un sociologue reconnu, écrivain, auteur de nombreux ouvrages, dont une version augmentée et actualisée de ce livre, La gauche à l'agonie 1968-2017. Jean-Pierre Le Goff, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Avant de parler de la gauche et en particulier du Parti socialiste, une question sur cette présidentielle de manière générale qu'on présente comme la présidentielle la plus incertaine, avec énormément de surprises, énormément d'inconnus. C'est le cas? Jamais Oui, ça n'a été aussi particulier. je pense, oui, on a l'impression d'un événement, je dirais pas toutes les semaines, mais presque, et un terrain, je dirais, essentiellement glissant, quoi. Alors on voit à l'instant T un certain nombre de choses se dessiner, mais il y a encore pas mal d'inconnus, quoi. Je pense que oui, c'est ce qui rend à la fois la chose passionnante, mais en même temps angoissante. Beaucoup d'inconnus à droite et le défi du rassemblement à gauche. Qu'est-ce que vous pensez? Certains disent qu'il y a eu tout au long de cette campagne de la primaire de la gauche, dont une gauche idéaliste, rêveuse, utopiste. Est-ce que vous avez vu vraiment cette dimension du rêve imprégner la campagne? Enfin, faudrait s'entendre sur ce qu'on appelle le rêve, si vous voulez, et savoir si la politique a un rapport avec le rêve et avec le désir de futur, voyez, ou l'utopie. Est-ce que faire de la politique en démocratie, c'est nécessairement investir la politique de ce genre d'attente? C'est vraiment une question de fond. Mais je pense, pour répondre à votre question, qu'effectivement, il y a des contradictions qui sont apparues au grand jour, qui ne datent pas d'ailleurs d'aujourd'hui, mais qui étaient jusqu'à présent relativement contenues. Et si je remonte sur quelques années en arrière, notamment sous François Mitterrand, qui avait réussi à sa façon la synthèse, qui allait des communistes à la deuxième gauche quand même. Eh bien cette synthèse avec ses contradictions, avec un parti socialiste qui était hégémonique dans les années 80, sous Mitterrand, Mitterrand tenant quand même les choses avec sa stature d'homme d'État. Eh bien tout ça a éclaté, je dirais, en morceaux, et je ne vois pas, évidemment, il y a le discours sur le rassemblement, mais enfin quand vous écoutez un peu de près ce que dit Manuel Valls ou ce qu'a dit aujourd'hui le Premier ministre, je crois que les choses sont assez claires. Une gauche réaliste au défi, et on en appelle aux progressistes, même pas aux socialistes. Vous diriez alors, c'est vrai qu'on a souvent dressé des actes de décès au Parti socialiste. Cette fois-ci, on peut dire qu'il est dans un état de décomposition oui, avancé. Je pense, vous l'avez souvent dit depuis longtemps. Oui, mais ça date, il y a toujours eu des contradictions, on va vous dire. Simplement, il faut savoir de quoi on parle. C'est du Parti socialiste tel qu'il a existé depuis François Mitterrand et tel que, à sa façon, François Mitterrand avait donné sa marque, si vous voulez. Ce Parti socialiste-là, oui, je pense qu'il est fini. Par contre, est-ce que le Parti socialiste comme tel est fini? Là, on n'en sait rien, si vous voulez. Le risque de ce Parti socialiste, c'est de se replier sur une logique d'opposition qui
il pourrait arriver, mais là aussi, il faut faire attention au pronostic, je ne suis pas un prophète, il pourrait avoir le sort d'un parti d'opposition à identité forte, hein. Je ne vais pas reprendre les formules d'Hamon, un imaginaire pour une gauche forte, alors vraiment authentique, la gauche, vraiment une vraie gauche. Alors la discussion d'ailleurs sur les valeurs de la gauche et la vraie gauche, c'est des élections présidentielles, ce n'est pas des questions identitaires. Et en fait, ces primaires, c'était des questions identitaires qui l'ont emporté sur les questions, j'allais dire, des propositions en vue de présidentielle. C'est ce qui s'est passé à partir du moment où François Hollande, enfin la façon dont ça s'est mis en place, devait aboutir à ça. C'est une espèce, j'ai appelé ça une catharsis, un règlement de compte, si vous voulez. Justement, vous parlez de règlement de compte, parce qu'on a beaucoup parlé hier de la victoire de Benoît Hamon, de la défaite de Manuel Valls. Est-ce que ce n'est pas d'abord et surtout le résultat de la gauche au pouvoir qui a été sanctionnée, tout simplement ? Oui, c'est certain, c'est la gauche au pouvoir. Mais comment dire, celle qui a gagné, si vous voulez, entre les limites d'une gauche au pouvoir, notamment la difficulté, mais ce n'est pas simplement la gauche au pouvoir, la difficulté à s'inscrire dans un récit national et européen où toutes les réformes s'inscrivent, savoir où on va, mais non pas l'utopie ou le socialisme du XXIIIe siècle, si vous voulez. Hein. C'est d'un avenir discernable et une capacité qui est d'ailleurs, que je crois, difficile pour les hommes politiques, à dire voilà, pour reprendre une formule de De Gaulle, voilà où en est-on de ce cher et vieux pays, d'où il vient, le monde est en train de changer et où il va, et que cet avenir discernable ne soit pas simplement sous les traits de sacrifices renouvelés. C'est-à-dire dans une logique sacrificielle qu'on entend quand même depuis, je dirais, une trentaine d'années, même plus. Pourquoi on n'y arrive pas, Jean-Pierre Le Goff, pourquoi il n'arrive pas à trouver cet équilibre, cette harmonie que vous décrivez entre ce discours sacrificiel, il ne faut pas quand même du sang et des larmes, et cette utopie que vous semblez moquer, ou en tous les cas vous la considérez un peu légère en vue d'une présidentielle? Moi je pense que, si vous voulez, quand je parle d'avenir discernable, ce n'est pas d'utopie. L'utopie, c'est un ailleurs, si vous voulez. Hein, ou alors c'est dans une projection prophétique du temps. Bon. L'avenir discernable, c'est voilà où on est la France aujourd'hui, voilà les propositions pour aller vers tel horizon. Cet horizon, ce n'est pas le XXe siècle, si vous voulez. Bon, le travail aujourd'hui, ça compte beaucoup. L'utopie, on pourrait discuter sur le revenu universel, mais beaucoup d'autres choses. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas... Le récit national et le récit européen est en morceaux, hein, pour dire les choses. Et je crois que les réformes, y compris du point de vue économique et social, trouveraient un sens où on ait envie quand même d'y aller. Or, le discours qu'on entend depuis 30 ans, et l'important c'est d'y aller, on ne sait pas où, mais n'importe comment, nous n'avons pas le choix, dans un monde de mondialisation qui est présenté comme heureux, possiblement heureux, mais qui est vécu très concrètement comme un monde chaotique. C'est ça le paradoxe. Donc ils n'ont pas su répondre aux angoisses de la mondialisation heureuse. Et ça me fait penser ce que vous dites à ce qui se passe ailleurs en Europe. Parce que tous les sociodémocrates, tous ont échoué à élaborer un discours qui réponde justement à ces angoisses réelles et profondes. Oui, avec une difficulté sur ces angoisses. Parce qu'on parle beaucoup d'économico-social. La gauche, les fractures sociales. Mais il y en a d'autres. En même temps que ces fractures sociales, il y a ce que j'ai appelé des fractures culturelles, qui portent sur une insécurité culturelle. Mais la gauche a beaucoup de mal. Tant que c'est économico-social, c'est toujours ça. Et on s'imagine qu'on résolverait cette question du chômage, tout suivrait. Alors je ne dis pas du tout que ça ne pèserait pas énormément, mais la question de ce que Finkielkraut appelait l'identité malheureuse, par exemple. Bon, cette angoisse vis-à-vis des migrations. On peut considérer que si, ça a été dit d'ailleurs, si la gauche va sur le terrain, elle va sur le terrain de la droite ou de l'extrême droite. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On ne traite pas ces questions-là et on sait par qui elles vont être traitées. Elles vont revenir par la fenêtre sous une forme extrême. C'est globalement ce qui s'est passé avec la gauche, qui a passé son temps à dire attention, attention, etc. Un manque d'audace, si vous voulez, de la pensée de la gauche, qui n'a pas toujours été comme ça, mais ça a été comme ça, et qui a renvoyé les couches populaires, qui était quand même son socle premier, eh bien, qui les a traités un peu comme des beaufs qui ne comprennent rien à la mondialisation, sans véritablement prendre l'ampleur de l'angoisse qui existait et du désarroi. Si vous Donc vous êtes absolument contre ce qu'avait préconisé, je me souviens, le think tank Terra Nova, qui avait dit, écoutez, ces classes populaires, elles ne vous écoutent plus, abandonnez-les. C'était un choix qui était assez clair, ça avait le mérite d'être clair, si vous voulez. Mais le problème, c'est que la gauche, quand vous regardez historiquement les choses, elle s'est définie sur la question sociale. Hein. Elle s'est correspondu. Il y avait en arrière-fond un mouvement ouvrier, il y avait une dynamique de l'histoire. Tout ça est en morceaux. Mais dans l'imaginaire
de beaucoup de gens. Je ne parle pas des élus de terrain qui sont confrontés, si vous voulez, à la réalité, mais dans l'appareil du Parti socialiste et ceux qui ont fait leur carrière en passant de l'UNEF ou de choses comme ça, toujours dans cette logique, ils ont en tête, ils savent, ils essaient de raviver un imaginaire historique, si vous voulez. Par exemple, la Belle Alliance populaire, bon, je l'ai dit, mais enfin, ça rappelle un peu la Belle Équipe, Jean Gabin, le temps de 36, etc. Mais c'est plus la réalité. Alors, comment vous expliquez que l'électorat qui s'est déplacé, malgré tout, a été séduit par cela? Oui, non, mais il a été séduit par ça. Mais il faut regarder quel électorat. Il y a à la fois des jeunes, et d'ailleurs, je suis frappé, Hamon a bien ciblé, si vous voulez, notamment sur le revenu universel. Il a fait une bonne campagne pour cela. Ah bah ciblé, oui, il y a une idée nouvelle, si vous voulez. On pourrait parler du 49.3 citoyen, c'est-à-dire à partir de 450 000 pétitionnaires, vous bloquez une loi. Alors avec une contradiction extraordinaire, vous êtes pour la citoyenneté, la participation, il y a eu un vote à propos de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, il y a plus, combien il y a de votants? Alors là, c'est, si vous voulez, le 49.3 citoyen, mais dans le bon sens, si j'ose dire. Pour le reste, la démocratie, on verra après du moment que ça va dans le bon sens. C'est quand même une contradiction énorme. Bon, et quand vous avez aussi... Mais Jean-Pierre, donc non, mais allez-y, c'est passionnant. Donc il a comment dire, il a insufflé une musique qui est agréable à l'oreille des électeurs. Et qui, pas que des électeurs, des gens qui sont perdus à gauche. C'est-à-dire qui avaient une identité assez forte, qui tenait à la fois de deux choses, hein, si j'ose dire. À la fois l'ancien mouvement ouvrier, auquel on a rajouté la bohème, si vous voulez, mais la bohème confortable. Hein. Bon, on pourrait parler de l'alliance de la bohème et de la gauche, ça date il y a très longtemps, si vous voulez. Mais voilà, donc ces deux choses-là, ça forme une identité forte. Et puis, nous arrive un certain nombre de choses, pas simplement la crise économique, le chômage de masse, mais aussi les attentats islamiques. Et Manuel Valls, d'une certaine façon, amène un discours d'autorité, d'État fort, etc., mais les gens ne se retrouvent plus, si vous voulez. Ils ne se retrouvent pas, ils sont perdus, Et Hamon arrive. Alors, vous écoutez d'ailleurs, je revis. Mais d'accord, on peut revivre dans l'entre-soi, si vous voulez, on peut se faire plaisir, on peut se tenir chaud. C'est une histoire de famille, certes sympathique, enfin tout ce que vous voulez, mais le problème des présidentielles, c'est pas simplement une histoire de famille, c'est pas simplement ressouder une identité en morceaux, en rejouant à la fois deux cordes, la corde de l'ancien imaginaire du mouvement ouvrier, et Hamon est concurrencé par Mélenchon. C'est un tribun extraordinaire, il va vous évoquer tout, la tribune de Paris, 36, sauf quelle est la réalité, y compris de ses troupes. La classe ouvrière, les ouvriers, le premier parti ouvrier dans le vote, aujourd'hui, c'est plus la gauche, si vous voulez. Et ça, mais on fait comme si ça continuait. De même, la jeunesse. La jeunesse, c'est la gauche. Seulement, vous apercevez que c'est pas vrai. Il y en a chez Macron, il y en a partout. Enfin bon. Et donc, mais on continue de vouloir maintenir ça à tout prix. Pourquoi ? Parce que dans un monde où on ne comprend plus rien, avec une identité en morceaux, eh bien, malgré tout, dans l'entre-soi, ça fait du bien. Et je pense qu'il y a eu une fonction, je ne dis pas c'est la totalité de ce qui s'est passé avec les primaires, puis il y a eu des débats, etc. Quand vous dites ça fait du bien, on dirait, Jean-Pierre Le Goff, qu'on a voté pour Benoît Hamon quelque part pour se rassurer. Oui, je pense parce que ça ne va pas être violent avec lui, parce que ça va être... c'est cela un peu. C'est pas simplement que ça va être violent. C'est presque un déni de réalité. Vous dites on vote pour Benoît Hamon parce qu'il écarte les problèmes, des accommodements, la laïcité, de tout ça. Oui, mais... Je vous pose la question. Oui, bien sûr, sur la laïcité, il y a une contradiction avec Manuel Valls qui est très forte. Bon, enfin, on va pas reparler de la question du foulard. Hein. La question du travail, qui est quand même... Excusez-moi, mais c'était... le noyau de l'identité de la gauche. Et pourtant, Benoît Hamon, il a une place aujourd'hui. Il chatouille, il dépasse même Jean-Luc Mélenchon dans la présidentielle. Oui, bien sûr, il a une dynamique réelle. Oui, mais il crée une dynamique réelle dans un mouchoir de poche. C'est pas la même dynamique que Macron, si vous voulez. Dans le champ délimité de la famille de gauche et d'une fraction de la gauche qui a qui comprend plus trop le monde dans lequel il est. Alors, effectivement, il propose un certain nombre de choses. J'ai parlé du 49.3 citoyen. Il y avait une histoire de surveiller les discriminations. Bon, alors, écoutez, c'est assez...
c'est assez bizarre. Il y a déjà une police de la parole et de la pensée. Dans ce domaine, il y a des gens qui sont en procès, si vous voulez. Il faudrait dire, par exemple, une parole forte. Eh bien oui, contre les assignations en justice à la moindre occasion, notamment pour l'islamophobie, mais bien d'autres choses, il y a quand même une liberté de pensée. Il faut faire attention à la méfiance, si vous voulez. Eh bien non, on rajoute un certain nombre de contrôleurs de discrimination. Vous voyez, j'y rajouterai perspective éminemment enthousiasmante pour les jeunes. Costard, si je puis dire. Oui. L'euthanasie assistée, alors il n'y a pas eu le débat si c'est remboursé par la sécurité sociale, mais si vous voulez, plus le hashish. Écoutez, on est dans une période... Comment vous expliquez? Là, vous alignez différents sujets sur lesquels vous estimez qu'il a de nombreuses ambiguïtés, qu'il répond par le rêve, l'utopie, tout ce qu'on veut. Et pourtant, la primaire permet de passer au scanner ces candidats. Contrairement à Emmanuel Macron, on en parlait avec Jean-Pierre Mignard, on attend le programme. Alors que Benoît Hamon l'a presque vu à nu. Il y a eu des heures de débat, il y a eu la confrontation, etc. Et avec tout ça, il a gagné. Donc mais il a gagné sur quel ressort? Sur les ressorts pour aller gouverner? Sur les ressorts d'un président? Ou c'est les ressorts d'un militant, d'ex ou de sympathisant? Lui, il dit qu'il va continuer jusqu'au bout. Ah mais il peut aller continuer jusqu'au bout. Je veux dire, n'importe comment, tout le monde sait qu'il ne sera pas élu. Et ce n'est pas le problème d'être élu, c'est de recomposer... Attention, vous avez dit que c'était une présidentielle avec plein de surprises. Oui, mais alors je ne pense pas qu'elle vienne de ce côté-là, si vous voulez. Elle viendrait plutôt de l'autre côté, si j'ose dire. De l'autre côté on sait très bien que Marine Le Pen est en embuscade, si vous voulez. Bon, il y a Hamon, etc. Bon, tout ça me paraît, si vous voulez, quand même une histoire de famille, parce que beaucoup de gens, et c'est ça qu'a compris... d'une certaine façon, Emmanuel Macron, ça ne veut pas dire du tout... Ne s'intéresse pas à ces affaires de bisbille, de famille, voilà. C'est ça C'est pour ça. Et beaucoup de Français, si vous voulez, sont ailleurs. Et ils ont raison. Et ils nous raisonnent en disant, est-ce que je suis absolument de gauche? Qu'est-ce qu'être de gauche aujourd'hui? Il y a un côté sexe des gens, je ne veux pas être trop méchant. Si vous voulez, ça intéresse des gens. Je comprends qu'il y ait des débats dessus. Ils sont légitimes. Mais enfin, les présidentielles, c'est pas simplement se redéfinir une identité en morceaux. C'est quand même faire des propositions avec l'idée, si je suis président, voilà ce qui peut se passer. Donc il faut discuter, évidemment, sur la crédibilité de ces propositions. Mais ce n'est pas simplement la crédibilité, parce qu'à la limite, la crédibilité du moment que c'est attirant, fascinant. Il y avait une formule, je prends mes désirs pour des réalités, car je crois à la réalité de mes désirs. Tout à fait. Il y a quelque chose, si vous voulez, encore une fois, le futur désirable. Mais à quelle échéance? Eh bien, nous le verrons. Nous le verrons à l'épreuve des faits, à l'épreuve de la campagne. Le rêve ou l'espérance versus le réalisme ou le pragmatisme, c'est en tous les cas une vraie division aujourd'hui en France. Et peut-être aussi que c'est l'une des fractures qui explique que la gauche soit à l'agonie. Merci beaucoup Jean-Pierre Le Goff d'avoir été notre invité. On arrive presque à la fin de cette émission. Comme d'habitude, ce sont les moments choisis sur Public Sénat. La dynamique, elle est du côté, visiblement, de Macron pour l'instant. C'est tout à fait contestable. Il y a 15 jours, Benoît Hamon était donné à 7% dans certains sondages. Ça veut dire qu'en 15 jours, il a pris 7%. Ça veut dire que dans une semaine, il peut être à 20% et dans quelques jours, être devant Macron. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous direz finalement... La dynamique, elle continue. Donc vous dites tout est jouable là. Mais tout est rebattu, bien sûr. C'est une nouvelle campagne qui démarre. Je pense qu'à partir du moment où Jean-Luc Mélenchon dit la priorité, c'est aussi la transformation écologique de nos sociétés, il doit lui aussi faire preuve de responsabilité et aller vers le candidat le mieux placé. Mais je crois surtout que c'est son électorat. Moi, je ne crois pas du tout au fait que Jean-Luc Mélenchon n'aille pas au bout. Je crois par contre que son électorat, lui, va être séduit par une nouvelle offre, à condition que cette offre, et c'est la responsabilité de Benoît Hamon, soit une offre de rassemblement qui dépasse les anciens appareils. Et c'est ce qu'a dit Yannick Jadot. Donc, on est partant. On est prêt à discuter, mais ça veut dire que chacun continue de sortir des anciens cadres. Je crois que de toute façon, il n'est pas du tout d'actualité de remplacer notre candidat. On a un candidat qui a gagné les primaires. Qui est actuellement entendu par le parquet national financier. Donc, oui, qui est entendu par le parquet, mais si en sortant du parquet, toutes ces affaires sont classées, ce sera évidemment un très mauvais souvenir de campagne. Et s'il en était, hélas, autrement, à ce moment-là, il serait assez tôt d'envisager les choses. Philomène, elle, a le choix. Elle n'a pas de voiture et a complètement délaissé les transports en commun depuis plus d'1 an. La Parisienne a opté pour le vélo, avant tout pour un gain de temps. Dans les transports en commun, on n'est pas du tout maître de son temps, alors qu'à vélo, je, Je choisis mon itinéraire, je ne peux pas être bloquée. Je 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 peux pas être bloquée
Mais circuler à vélo dans Paris ne se fait pas sans quelques frayeurs ou mots fleuris. C'est pour les vélos en fait. Ah bon, je savais pas. C'est écrit, un petit passe vélo. Non mais je sais pas lire. Je suis pas français moi. C'est un dessin, vous foutez de ma gueule en fait. Ouais, bien sûr. Putain. Ah oui, je me fous de ta gueule, tu vois pas que je me fous de ta gueule. Pourquoi vous voulez pas aller là? Tu vois pas que je t'emmerde? Même si la cohabitation n'est pas toujours évidente avec les deux roues et les voitures, Philomène ne lâcherait pour rien au monde son guidon. Si chacun faisait du vélo, on gagnerait tellement en silence, en air pur et en bien-être que ça améliorerait la vie de tout le monde. Mettez-vous au vélo. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. Votre rendez-vous matinal demain, c'est Territoire d'Info. Et puis on a rendez-vous à partir de 22h pour aller plus loin. Merci encore. Belle fin de soirée à vous.